Bonjour. Sigmund Freud, inhibition, symptômes et angoisse. Symptôme est synonyme de signe d'un processus pathologique. Une inhibition peut être aussi un symptôme. Inhibition lors d'une diminution de la fonction. Symptôme lors d'une modification inhabituelle de cette fonction. Examiner les différentes fonctions du moi dans le but d'observer les perturbations. Fonctions sexuelles, alimentation, locomotion et travail professionnel. La perturbation de la fonction alimentaire est l'inappétence par retrait de la libido. L'inhibition au travail est une diminution du plaisir à travailler. L'inhibition est l'expression d'une limitation fonctionnelle du moi. Le moi renonce à des fonctions qui sont à sa disposition afin de n'être pas contraint à entreprendre un nouveau refoulement afin d'éviter un conflit avec le ça. Dans un deuil, appauvrissement du moi en énergie, le contraignant à restreindre sa dépense. Le symptôme est le signe et le substitut d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas eu lieu, résultat d'un processus de refoulement. Le refoulement vient du moi qui refuse sur ordre du surmoi. Le moi par refoulement obtient que la représentation porteuse de la motion désagréable soit empêchée de parvenir à la conscience. Le plaisir attendu de la satisfaction est transformé par le processus de refoulement en déplaisir. Le moi inhibe ou dévie. Influence du moi dans les rapports intimes avec le système de la perception. Le moi retire son investissement au représentant pulsionnel à refouler. Le moi parvient à son but en réprimant complètement la motion pulsionnelle. Le moi contrôle l'accès à la conscience comme le passage à l'action sur le monde extérieur. L'acte du refoulement montre la force du moi. Le symptôme prend une valeur dans l'affirmation de soi. Dans la névrose obsessionnelle et la paranoïa, les symptômes prennent une valeur considérable pour le moi, par la satisfaction narcissique qu'il en retire. L'expérience analytique nous enseigne que la représentation de la dévoration par le père est l'expression dégradée par régression d'une motion tendre, passive, qui représente le désir d'être aimé. Par le père, comme objet au sens de l'érotisme génital. L'affect d'angoisse qui constitue l'essence de la phobie a pour origine le refoulant lui-même. L'angoisse de la phobie d'animaux est dans l'angoisse de castration. Jamais l'angoisse ne naît de la libido refoulée. Les symptômes de la névrose obsessionnelle sont des interdictions, des mesures de précaution, des pénitences ou des satisfactions substitutives. La formation de symptômes triomphe lorsque l'interdiction parvient à être amalgamée à la satisfaction. Témoignage de la puissance de l'ambivalence. Lorsque le moi commence ses efforts défensifs, il fait régresser l'organisation génitale au premier stade sadicanal. En imposant la régression, le moi remporte son premier succès dans la lutte défensive contre la revendication de la libido. Le moteur de la défense est le complexe de castration. Dans la névrose obsessionnelle s'ajoute la dégradation régressive de la libido. Le surmoi devient sévère et dur, tandis que le moi développe sur l'ordre du surmoi d'importantes formations réactionnelles qui prennent la forme du scrupule, de la pitié, de la propreté. Tout excès porte en soi le germe de sa propre suppression. Les formations réactionnelles sont un mécanisme de défense à placer du côté de la régression et du refoulement. La névrose obsessionnelle forme un surmoi sévère. La puberté constitue un moment décisif dans le développement de la névrose obsessionnelle. Le travail d'organisation génitale interrompu dans l'enfance reprend alors avec une grande force. Les émotions agressives de l'enfance sont réactivées. Le surmoi hyper sévère persiste énergiquement à réprimer la sexualité. Régression de la libido. La diversité des formes sous lesquelles se manifeste la névrose obsessionnelle est considérable.
Le moi forme des symptômes. Les activités du moi remplacent le refoulement. Une activité est effacée en soufflant dessus, magie négative. Annulation rétroactive, où tout se passe comme si rien n'était arrivé. Une autre source de cérémonial est l'intention d'annulation rétroactive. Les mesures de précaution sont rationnelles, les suppressions par annulation rétroactive sont irrationnelles et de nature magique. La névrose cherche à supprimer le passé lui-même et à le refouler. Ce qui n'est pas arrivé conforme au désir est annulé. L'isolation après un événement désagréable, l'expérience vécue n'est pas oubliée, mais dépouillée de son affect et de ses relations associatives. Les éléments sont tenus séparés. Nous devons enseigner au moi à renoncer pour un temps à cette fonction. Le névrosé isole une activité par une pause. Les névroses ont pour issue la destruction du complexe d'Oedipe et l'angoisse de castration conduit le moi à se dresser contre son processus pulsionnel. Le courant de tendresse envers la mère peut être considéré comme purement érotique. L'investissement sadique peut être traité comme un investissement libidinal. La phobie a un caractère de projection, la substitution a un caractère de défense contre le danger extérieur, la fuite ne servant à rien contre le danger qui provient de l'intérieur. La phobie n'étant qu'au fond la substitution d'un danger extérieur par un autre danger extérieur. La différence avec un danger réel, c'est que le contenu de l'angoisse demeure inconscient et ne devient conscient que sous un aspect déformé. L'agoraphobie dans la rue est accompagnée comme un petit enfant par une personne en qui la confiance, angoisse du moi devant son surmoi. La situation de danger à laquelle le moi doit se soustraire est l'hostilité du surmoi. Dans le surmoi, le père est devenu impersonnel, l'angoisse de castration est devenue angoisse sociale ou morale. L'angoisse, c'est la réaction à la situation de danger. Le sujet peut y échapper si le moi fait quelque chose pour éviter la situation ou s'y soustraire. L'angoisse est la réaction du moi au danger. La première expérience d'angoisse est la naissance, séparation de la mère ou castration de la mère selon l'équation enfant égale pénis. L'angoisse est quelque chose de ressenti et cette sensation est celle d'un déplaisir comme la tension, la douleur, le deuil. Il y a des actions de décharge et des perceptions s'y rapportant. Dans l'acte de naissance, il y a un danger objectif pour la conservation de la vie. Rank a tenté de démontrer les relations existantes entre les phobies de l'enfant et l'impression produite par l'événement de la naissance. Au-delà de la perte de l'objet, le nourrisson sait que la mère satisfait tous ses besoins sans délai. La haute évaluation narcissique du pénis se justifie car cet organe garantit la possibilité d'une nouvelle union avec la mère dans l'acte du coït. Le développement du moi contribue à dévaloriser la situation de danger. Toute inhibition que s'impose le moi peut aussi être nommée symptôme. La formation de symptômes a pour résultat de supprimer la situation de danger. Avec l'entrée dans les rapports sociaux, l'angoisse devant le surmoi, la conscience morale, devient une nécessité et le défaut de ce facteur est la source de conflits et de dangers graves. Chez aucun adulte névrosé, on ne saurait manquer de trouver les signes de la névrose infantile, mais il n'est pas certain que tous les enfants chez qui on trouve ces signes deviennent plus tard des névrosés. L'angoisse de castration se maintient sous le masque de la phobie, de la syphilis. L'angoisse a sa liaison avec l'essence du danger. Le processus de la naissance est la première situation de danger. Le traumatisme atteint chaque individu avec une intensité différente, importance. La doctrine de Rank concerne la relation de l'individu à la situation de danger. Le refoulement est une tentative de fuite. Dans le refoulement, le facteur de fixation est la compulsion de répétition, maintien de la situation de danger devenue inactuelle.
Le facteur biologique est l'état de détresse et de dépendance. La pulsion refusée se renouvelle et le moi se voit entraîné dans les souffrances névrotiques. Il appartient à la nature de la pulsion d'être continuellement active et le moi est condamné à assurer son action défensive par une dépense d'énergie. Réaction intime entre refoulement et contre-investissement extérieur et régression et contre-investissement intérieur. Le moi a du mal à diriger son attention vers des perceptions et des représentations qu'il l'évitait. Le moi a des difficultés à défaire les refoulements. La résistance du surmoi est la plus obscure, sentiment de culpabilité ou besoin de punition s'opposant. Relation intime entre l'angoisse et la libido, le moi seul et unique lieu de l'angoisse. Le moi travaille avec une énergie désexualisée. Au danger réel connu est lié un danger pulsionnel non reconnu. On peut admettre que l'angoisse névrotique dispose d'un fondement réel. La douleur est la réaction propre à la perte de l'objet, l'angoisse au danger que comporte cette perte, la réaction au danger de la perte. Investissement élevé, qu'on qualifie de narcissique à l'endroit du corps douloureux qui vide le moi. Le passage de la douleur corporelle à la douleur psychique correspond à la transformation de l'investissement narcissique en investissement objet. Une autre réaction affective à la perte de l'objet est le deuil. Épreuve de réalité, l'objet n'est plus. La fonction du deuil est de travailler à ce retrait. Caractère irréalisable de l'investissement de l'objet en nostalgie. Merci.